c'est votre rendez-vous, ce qu'il fallait démontrer, le rendez-vous pour analyser et commenter l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue donc à cette tribune. Je suis avec mon éternel compagnon, Anissé Carlos Oké. Anissé, bonjour. Bonjour, Tanguy. Alors, on aura trois sujets à évoquer au cours des 50 prochaines minutes à venir. La situation du Parti Les Démocrates, empêché de tenir deux activités, notamment à Waké et à Boumé-Calavi. On comprendra un peu ce qui s'est passé. Surtout, on analysera le contenu de la conférence de presse donnée par les responsables de ce parti au lendemain donc de ces interdictions. On parlera, on analysera les différentes sorties, notamment des spires de la mouvance présidentielle qui sortent ces derniers temps pour solliciter un troisième mandat pour Patrice Talon en dépit du contexte juridique, en dépit du contexte constitutionnel, en dépit du contexte politique et surtout en dépit de l'exigence démocratique. Enfin, on va aussi évoquer le sujet lié à la sortie de l'ambassadeur du Bénin au Niger. Il s'agit de Gildas Agonkan qui a tenu à Gaïa quelques propos qui n'ont pas beaucoup plu à Cotonou. Le diplomate a sollicité en tout cas le pardon de la part du peuple nigérien au nom du peuple béninois. On verra bien comment analyser cela et percevoir la décision de Cotonou de le rappeler un court instant. Alors, on commence déjà par le sujet lié au Parti Les Démocrates. Ils ont été empêchés de tenir leur activité, notamment à Waké et à Boumé-Calavi. On a bien l'impression qu'on n'a pas changé d'époque. Sous Boni Yahi, on l'avait vu, des partis de l'opposition empêchés de tenir leurs activités. Ça reprend sous Patrice Talon parce que peut-être 2026 est à nos portes. On n'a pas changé d'époque. On n'a pas changé d'époque parce que, en fait, les hommes n'ont pas changé. Même si les positions ont changé, les hommes restent les mêmes. Et par conséquent, je pense que nous n'avons toujours pas acquis la culture de l'équité dans la gestion de l'expression publique. Et les petites erreurs ou les petites anomalies administratives que l'autorité chargée de la gestion de la ville de Calavi a pu donner ne me paraissent pas suffisamment... Ah bon? Oui, bon, ils n'auraient pas fait toutes les formalités. Absolument. Il y avait eu quelques observations oui, sur leur demande, et aussi ils devaient reprendre leur demande voilà. et aller payer. Oui. Et que par conséquent, parce qu'ils n'ont pas payé, il n'a pas reçu, lui, de dossier avant de sortir. Alors, je considère que ce sont des petites explications qui ne peuvent pas justifier véritablement qu'on ait empêché l'expression d'un parti d'opposition régulièrement enregistré comme tel, et qui est dirigé par des gens bien connus. Effectivement, et qui ont des gens qui ont une certaine responsabilité et une certaine habitude d'organiser des meetings. Ce que l'État peut faire dans ces cas-là, ce n'est pas de créer des problèmes administratifs, c'est de trouver le moyen d'encadrer et d'assurer la sécurité. Est-ce qu'on a créé un problème administratif? Il l'a dit, s'il n'a pas reçu de dossier sur sa table, il ne peut pas faire un miracle, le maire. Et ça ressemble plus à un prétexte qu'à une raison objective. Parce que si les policiers se sont rendus sur les lieux, c'est parce qu'on les y a envoyés et qu'on ne leur a pas dit d'aller sécuriser les environs pour que les démocrates puissent s'exprimer. Ils sont allés pour les en empêcher. Donc, si l'autorité n'a pas eu le temps de faire une formalité, de remplir, d'aller jusqu'au bout d'une formalité administrative et qu'il considère que ce sont les démocrates qui n'ont pas fait la démarche nécessaire, il était loisible pour l'autorité de laisser faire et de régulariser ensuite parce que à partir du moment où l'intention est connue, que la demande a été faite une première fois et qu'on sait que c'est une demande de reddition des comptes qui a été envisagée, ça suffit en principe pour que la manifestation ait lieu. Bon. Maintenant, si on s'attarde sur le formalisme administratif, c'est parce qu'on veut trouver des raisons d'en empêcher les autres. Oui, mais c'est quand même curieux, hein, que ce soit le même parti dont les activités ont été empêchées à Cotonou, à Boumé-Calavi, qui se retrouve dans la même situation à Waké. Est-ce que quelque part aussi, on n'a pas l'impression que le parti n'a pas une certaine rigueur, notamment dans les démarches à suivre pour tenir des meetings? Ce n'est pas un hasard si deux occasions peuvent se présenter pratiquement, je dois dire, le même jour. Et c'est ce qu'on peut reprocher aux démocrates. Moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'ils disent nous avons tout fait convenablement, de bout en bout, et malgré ça, on nous a quand même dit
que nous n'avons pas le droit de faire un meeting. Ils ont des choses à se reprocher et je pense que c'est de ce point de vue-là qu'ils doivent s'organiser davantage parce qu'il ne faut pas qu'ils nous disent dans l'avenir que toutes leurs manifestations sont interdites les unes après les autres, alors que peut-être eux-mêmes, ils font exprès de ne pas faire les formalités pour qu'on entende dire partout que leurs meetings sont interdits. Donc, je pense qu'il appartient aux démocrates de faire effectivement l'effort du point de vue des formalités à remplir pour qu'on n'ait pas à le leur reprocher. Si un parti est officiellement enregistré avec des gens bien connus à sa tête, est-ce qu'on a besoin vraiment de formalités pour tenir une rencontre, des discussions dans un contexte démocratique? Si les textes disent de le faire, il faut le faire. On ne va pas dire, bon, parce que c'est un ancien président qui est président d'un parti, et que nous le connaissons, il a déjà géré le pays, et donc il peut tenir n'importe quel meeting, n'importe où, sans être obligé de faire une formalité. On ne peut pas le dire non plus. Et donc, il est normal qu'on respecte les textes, parce que je n'ai pas entendu les démocrates dire que les textes n'ont pas prévu ça. Donc, ça veut dire que ce sont des formalités qui ont été prévues et que quand les textes prévoient des formalités, il faut les remplir. Bon, ils ont dénoncé en tout cas un viol des principes de la démocratie. Est-ce que c'est un viol des principes de la démocratie? On peut dire ça, enfin, en extrapolant, on peut dire que oui, l'autorité pouvait fermer les yeux sur un certain nombre de détails et les laisser faire. Mais ça serait peut-être aussi une façon de cautionner l'anarchie. Ils peuvent se lever à n'importe quel moment et le jour où ils ne feront pas la formalité, et quand on pourrait les en empêcher, ils diront non. Pas les autres fois, on le faisait déjà. Et j'ai entendu d'ailleurs un député des démocrates dire, je n'ai jamais entendu qu'il fallait remplir une formalité pour faire un meeting. Il est sérieux là, député. Et c'est lui qui a dit ça. Donc ça veut dire que par le passé, peut-être il y a eu un certain laxisme et que peut-être parce que c'est son camp qui était au pouvoir à un certain moment, il ne se donnerait même pas la peine de faire la moindre formalité pour tenir des meetings. Et il faut s'attendre à ce que, en tout cas, ces choses se répètent. D'abord parce que peut-être on va vers 2026, mais aussi aussitôt qu'on est dans un contexte assez difficile, contexte sécuritaire, assez difficile et étriqué, il faut bien que la République ouvre l'œil pour éviter que les choses graves puissent arriver. C'est l'autorité qui est seule en mesure d'apprécier, et c'est à sa discrétion d'ailleurs, d'apprécier la faisabilité d'un meeting dans une localité. Je pense qu'en l'espèce, il y a peut-être un risque à faire des meetings sur certaines places publiques, j'en sais rien du tout, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a un risque dans ce sens-là, mais quand c'est comme ça, l'autorité doit le dire de manière très claire pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'on sache pour quelles raisons on ne peut pas faire des meetings en ce moment. Mais il n'y a pas eu de communiqué officiel, il n'y a pas eu de communication dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas retenir cette raison-là comme la raison pour laquelle les meetings sont interdits. En sortie, la police républicaine s'est déjà retournée, je dois dire, une force publique contre des civils, surtout d'un pays. Est-ce que même en cas de menaces et d'actes d'insécurité, il est possible d'envisager empêcher la tenue de l'activité en question? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas travailler à instaurer les conditions pour que l'activité plutôt tienne? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire qu'il appartenait normalement à l'État de prendre des dispositions, même s'il y avait des risques d'insécurité, de prendre des dispositions pour que les meetings se tiennent à bonne date et à l'heure convenue par les organisateurs, quitte à responsabiliser les organisateurs sur un certain nombre de choses. Bon, maintenant, quand tout de go, on dit vous ne pouvez pas faire le meeting parce que vous n'avez pas rempli les formalités administratives à temps et de façon régulière, ça ne pose pas le problème de l'insécurité, ça pose le problème de l'organisation du parti pour organiser, on va dire, faire les formalités administratives convenablement. Alors, quand une activité est prévue comme ça et que pour une raison ou pour une autre, l'autorité l'empêche, peut-être à tort, qui punit l'autorité? Parce qu'il faut quand même trouver un moyen de mettre la pression sur les gens qui
abusent parfois de leur autorité. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au Bénin, en tout cas démocratique, de voir que des activités d'opposition sont empêchées systématiquement et il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable et ça passe tranquillement. On se plaint dans l'opposition et on se tait. Et pourtant, l'opposition connaît les textes et c'est que pour excès de pouvoir, on peut saisir la Cour suprême. Mais c'est que quand vous saisissez la Cour suprême, il faut que vous puissiez démontrer par A plus B que vous n'êtes coupable de rien. Mais voilà que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas suffisamment organisé pour que les formalités administratives soient irréprochables. À ce moment-là, vous n'êtes pas fondé à... C'est peut-être le manque de culture juridique. On a l'impression qu'on recourt très peu aux institutions pour se faire justice. Effectivement, parce qu'il y a la possibilité de recourir à la Cour suprême lorsqu'on sent qu'il y a eu excès de pouvoir ou que le droit administratif a été abusivement utilisé. Mais nous n'avons pas cette culture-là parce que, bon, quelque part, nous savons nous-mêmes que nous utilisons certaines failles de l'administration pour tricher. Ou peut-être que nous connaissons bien le chemin à prendre et la démarche à avoir et que, bon, avec ces a priori qu'on a, les a priori politiques qu'on a au sujet de notre administration, au sujet de la justice, on sait d'avance que, bon, soit on va perdre, soit que le dossier va traîner dans la poussière, soit qu'il sera introuvable jusqu'à la fin du régime. Lorsqu'on a un parti d'opposition organisé, on ne doit pas craindre ça. Parce que le fait même que l'opinion sache qu'il y a régulièrement des plaintes qui sont déposées dans ce sens, même s'ils sont déboutés, ça travaille. L'opinion finit par se dire, mais attends, il y a une injustice qui se crée quelque part. Parce que quand on examine le dossier, il n'y a rien, absolument rien qui permet de dire que l'État a eu raison d'utiliser cet excès de pouvoir. Bon, donc, quand on ne fait rien, parce que la culture de la démocratie, c'est aussi cela. C'est d'utiliser les textes, solliciter les moyens de recours régulièrement pour permettre à l'opinion de savoir un peu ce qui se passe. Bon, nous n'avons pas une opposition qui utilise beaucoup ces moyens-là et c'est un peu regrettable aussi. Certainement à cause de ces a priori-là. Mais dans ce contexte, c'est un trouble à l'ordre public. Là, et il me semble que le procureur aussi peut s'intéresser au dossier. Oui, vous savez, c'est à sa discrétion. Il peut décider de s'y intéresser ou de ne pas s'y intéresser parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'incident qui ait provoqué, on va dire, des dommages collatéraux. Bon, donc, le procureur peut estimer que ce n'est pas un événement parce qu'il ne s'ennuie pas, il ne chôme pas, le procureur. Il a des dossiers, des piles de dossiers sur la table. Oui. Donc il ne va pas s'intéresser à des choses qui ne méritent pas véritablement qu'il s'y intéresse. Mais c'est vrai que c'est un trouble à l'ordre public quand vous savez que vous n'avez pas fait les formalités et que l'autorité vous fait remarquer que vous n'avez pas fait les formalités et que par conséquent, vous ne pouvez pas tenir le meeting, il faut se conformer à la loi et dire à l'autorité ensuite, là, vous n'avez plus aucun moyen d'empêcher que nous puissions faire notre meeting. On a en tout cas beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette affaire et chacun devrait jouer sa partition pour que l'expression démocratique soit véritable. Et surtout que dans l'administration aussi, on ne trouve pas tous les prétextes pour empêcher des partis d'opposition de manifester. Vous l'aviez souligné tantôt, ce n'est pas un phénomène nouveau. Sous Boni Yahi, on en avait vraiment vécu ça de façon constante et ça se perpétue parce que ce sont les mêmes personnes en réalité qui tournent au sein de l'administration et au sein des partis politiques. Ça fait que ce déficit de culture commence par créer des problèmes et si nous ne prenons garde, aujourd'hui les démocrates ont fait une conférence de presse pour dénoncer l'injustice. Il se pourrait que demain, ce soit d'autres moyens qu'ils envisagent d'utiliser parce qu'ils se considèrent... Ah ben là, ils verront le procureur sur leur chemin. Ils verront le procureur sur leur chemin. Et c'est pour ça qu'il faut que nous entrions dans la culture de la saisine qui peut protéger tout le monde. Si vous saisissez la Cour suprême un certain nombre de fois, même le procureur sera obligé d'en tenir compte lorsque certains événements vont se produire. Donc, oui, voilà, il faut que le parti, les démocrates s'organisent et qu'en tant que parti, ces démembrements et ces services puissent fonctionner de façon optimale
et qu'on n'ait plus à leur reprocher des formalités administratives qui, ma foi, sont les choses les plus ordinaires qui soient. Mais ça, c'est l'interprétation, en tout cas, du point de vue des règles et des lois de la République. Mais là, nous sommes dans un contexte politique. Et on peut se dire, en politique, tous les coups sont permis, non? Si la rencontre de l'opposition avec les populations peut mettre en difficulté le pouvoir en place et que je suis maire de la localité, appartenant à la mouvance présidentielle, je devrais, en principe, trouver des pouces sur une tête à tête de calvitie intégrale. Et ce n'est pas ça non plus qui règle les problèmes politiques. Ce n'est pas parce que l'opposition serait allée rencontrer les citoyens et leur voulait parler que la mouvance serait en difficulté. La mouvance présidentielle n'a qu'à s'organiser pour aller déconstruire ce que l'opposition est en train de... Ce n'est pas facile. En termes de communication, généralement, le premier message qui passe est le message qui reste le plus dans la tête de l'opinion publique. Alors, il appartient à la mouvance présidentielle de passer et de repasser avant que l'opposition ne vienne passer. Dans tous les cas, il faut que cette expression des libertés publiques s'exprime à travers la rencontre que les groupes organisés ont avec les citoyens, parce que ce sont les seules occasions pendant lesquelles les citoyens sont imprégnés d'un certain nombre de réalités et peuvent commencer par se faire une opinion sur certains points de la gouvernance. Or, ici, nous allons vers des élections et il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas de rencontre entre les partis politiques et les militants à la base, et même avec tous les citoyens. Parce que nous envisageons tous d'avoir une démocratie qui crée l'alternance à partir des projets de société. Et un projet de société, c'est un dialogue avec les citoyens qui permet de les construire. C'est une consultation continuelle et approfondie avec notamment les populations qui sont les mandataires, je dois dire les mandants, pardon, de ces hommes qui dirigent le Bénin. Mais on a l'impression que quand il y a viol de la démocratie, quand il y a des actions pour empêcher l'opposition de tenir peut-être ses meetings et autres, ses rencontres, on a bien l'impression que ça fait la fête de l'opposition et que l'opposition n'a qu'à s'en charger. Je n'ai pas vu la société civile, je n'ai pas vu les médias vraiment se désoler de ce qui se passe en la matière. Parce que nous avons une démocratie qui s'essouffle. Ah oui? Il faut pour à peine 30 ans? Il faut dire les choses comme elles sont. Elle s'essouffle. Et je n'ai de cesse de vous dire ici que la démocratie, telle que nous l'avons copiée, point par point, ne pouvait pas fonctionner correctement dans notre culture, dans notre société, dans nos traditions et nos valeurs. Donc, nous avons une démocratie qui, en réalité, s'essouffle parce que l'enthousiasme que les gens avaient au début a fait place à une certaine morosité parce que ça ne se passe plus comme par le passé. Et je vous ai dit, les anciens présidents avaient gouverné le pays dans l'esprit du consensus, malgré qu'ils avaient tous les pouvoirs, malgré qu'ils avaient toutes les prérogatives, ils essayaient d'avoir la... Et ça ne nous a mené nulle part. C'est ça aussi la vérité. Cette façon de vouloir diriger par consensus, d'être tout à fait d'accord ensemble, enfin, d'avoir au moins une majorité sur tous les points avant d'avancer d'un pas, ça ne nous a amené nulle part. Et on ne peut pas dire qu'on est véritablement avancé entre 1990 et 2016. Et c'est pourquoi je vous disais, Patrice Talon propose une nouvelle façon de gouverner que nous allons tous apprécier et juger au moment opportun, mais c'est sa gouvernance à lui. C'est-à-dire que lui décide que, à force de vouloir faire consensus sur tous les points, qu'on perd le temps. On perd le temps, et donc il y a lieu de décider et d'avancer. Et c'est ce qu'il fait. Et parfois, on a l'impression que c'est comme... Oui, mais cette façon de le faire a cette faiblesse aussi, de décider de façon, je le dis ça comme ça, unilatérale, alors quand même qu'on est à la tête d'un groupe constitué de 12 millions de personnes, ce n'est pas rien. C'est pas rien, mais la Constitution n'est pas violée. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Je n'entends jamais les démocrates dire que dans sa façon de faire, Patrice Talon viole la Constitution. Il ne viole pas la Constitution. Il sait approprier ses prérogatives constitutionnelles et les gère. On a en tout cas une société civile quasiment absente, moins active que par le passé. Et pourtant, elle était très inspirée. Elle existe encore sur le papier. On a l'impression qu'il y a quand même une société civile dans les papiers, mais dans les faits, on ne le voit plus du tout. On ne le voit plus du tout, alors que c'était véritablement l'arbitre du jeu démocratique. La société civile était l'arbitre
du jeu démocratique. Et nous avions par le passé une société civile qui donnait envie à d'autres pays d'entrer dans... Parce que c'est la société civile qui faisait la démocratie. Ben, aujourd'hui, cette société civile n'existe pas et naturellement, lorsqu'il n'y a plus d'arbitre, eh ben, le jeu il est un peu désordonné, il est un peu déséquilibré et on ne peut que s'en plaindre. Et c'est ce que nous faisons. Et je ne sais pas si la société civile peut retrouver un jour toute la place qu'elle avait dans notre démocratie, parce que ce n'est pas que ses membres soient là et soient inactifs. C'est qu'ils ont pour la plupart migré vers la classe politique et par conséquent... Donc on n'a pas eu un renouvellement de cette société. Exactement, parce que les premiers ont estimé qu'ils ont fait leur part de sacerdoce et que maintenant, il est temps d'aller un peu jouir des délices du pouvoir. Par conséquent, nous avons une société civile qui est dégarnie et qui n'a pas été renouvelée. Bon, les quelques-uns qui sont là essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ça ne prend pas parce que même au sein de l'opinion, on ne considère plus la société civile comme un élément neutre, comme par le passé. Avant, c'était véritablement des gens qu'on considérait comme neutres et qui faisaient office d'arbitre. Aujourd'hui, la société civile n'est plus perçue. Et puis peut-être que les fortes personnalités qu'il avait animées hier sont allées se reposer. Et donc, oui, voilà, la relève n'a pas été assurée. On a aussi que, évidemment, quand on parle de société civile, les médias sont concernés aussi. Les médias ont gardé ce silence et cette indifférence aussi au sujet de cette affaire. Les médias ont aussi essoufflé. Les médias aussi essoufflés. Je vous l'ai dit sur ce plateau, si les médias sont essoufflés, c'est parce que aussi, à un moment, les médias étaient en roue libre. Et que tout le monde avait considéré que, bon, quand on est journaliste, on dit ce qu'on veut. Et qu'on n'en répond pas. Bon, maintenant, nous sommes dans un système où on dit, vous avez le droit de dire ce que vous dites, vous avez le droit de le dire, mais vous avez aussi l'obligation d'en répondre. Et c'est là où il y a un peu de crainte, parce que le journaliste aujourd'hui n'est plus prêt à assumer un certain nombre de choses. Or, avant, nous pouvions dire même des contre-vérités. Nous pouvions diffamer à loisir. Il ne se passait rien du tout. Nous pouvions inventer des faits pour incriminer quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Et nous pouvons aussi aller dans l'administration pour avoir toute forme d'information. Aujourd'hui, ce n'est plus facile du tout d'être informé d'un certain nombre de choses. Et donc, le déficit d'information, ajouté au fait qu'il faut désormais assumer la responsabilité de ce qu'on dit, a pu amener la presse à s'essouffler. Mais il y a derrière un véritable problème de formation et d'organisation que nous n'avons pas assumé pendant toutes ces années et qui aujourd'hui fait défaut. Absolument. Parce que ceux qui étaient les grands animateurs de la presse hier sont tous allés se reposer aussi. Et contrairement à d'autres pays où les journalistes ont des cheveux blancs et continuent de travailler, aussi au Bénin, quand on a atteint un certain âge, on s'est dit, le journaliste c'est pour les enfants. Et d'ailleurs, dans la presse privée, on ne fait pas carrière. On ne fait pas carrière, on y est pour quelques années, le temps du dépannage, et puis on est reparti. Vous voyez? Donc, dans d'autres pays, un journaliste qui a 40 ans de carrière, c'est une icône, c'est un patrimoine. Parce qu'il a de l'expérience, il a vu beaucoup de choses, et que quand il parle, on l'écoute volontiers. Vous voyez? Mais ceux qui ont cette expérience ne sont plus dans le métier, et ceux qui y sont n'ont pas la formation et la grande expérience que ceux d'hier avaient. Ça fait que naturellement, il y a un problème. On va changer de sujet et on va évoquer maintenant ces sorties intempestives et insistantes des soutiens du pouvoir en place pour appeler un troisième mandat pour Patrice Talon. Je ne pourrais pas être exhaustif. Janvier Yahweh-Déou, ministre conseiller, est sorti, notamment la semaine écoulée, pour garantir tous ses regrets si jamais Patrice Talon descendait du pouvoir en 2026. On va parler de Rachid Gbadamassi qui l'a chanté tout le temps, et bien d'autres personnes qui rappellent qu'il faut forcément maintenir Patrice Talon au pouvoir dans l'indifférence totale. Est-ce que c'est dans l'indifférence? Moi, je lis sur des réseaux sociaux beaucoup de choses. Les réseaux sociaux sont devenus des références aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont des références aujourd'hui. Ah oui? Oui. On les investit à un point où
Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer de la vie que les Béninois expriment sur les réseaux sociaux. Et il y a une sorte de désapprobation par rapport à ces suscitations. Pour la simple raison que ces suscitations sont un peu comme une incitation à violer la Constitution en vigueur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser, en principe, on ne devrait pas laisser cela se faire avec autant de liberté et de légèreté qu'on observe, et même permettre aux gens d'aller louer des salles, d'aller sur des places publiques, réunir du monde pour ça. On ne devrait pas normalement permettre ça. C'est même relayé par des médias. On a même l'impression qu'on déroule le tapis rouge à ceux qui ont cette idée-là. Et je pense qu'il faut rétablir une sorte d'équité, parce que si d'un autre côté, il y a des sollicitations de candidature qui ne peuvent pas se faire, on ne peut pas autoriser non plus les gens et les laisser en roue libre susciter un troisième mandat qui est anticonstitutionnel. Au départ, c'est une question de liberté de pensée et d'opinion. Et d'opinion. Oui. Quand vous prenez le cas de Janvier Yahouédéou, Janvier Yahouédéou n'a jamais dit, par exemple, qu'il voudrait que Patrice Talon fasse un troisième mandat. Il a exprimé un regret. Il a dit, c'est un monsieur qui nous a vraiment montré qu'il y a possibilité de franchir les limites que nous avions dans la conception de la gestion du pouvoir. Il a fait tellement de choses que nous aurions aimé qu'il puisse continuer. Bon, s'il ne continue pas, ce sera vraiment à regret. C'est une façon de dire la chose sans vraiment le dire. Donc, on ne peut pas l'accuser véritablement d'avoir incité les gens à prendre, on va dire, de le condamner, à travailler à un troisième mandat. Donc, c'est nuancé. Mais par contre, il y en a qui ne nuancent pas du tout et qui disent très clairement, les populations nous mandatent pour vous dire que si vous refusez de faire un troisième mandat... Qu'elles vont descendre à Cotonou. Alors ça, par contre, on ne peut pas laisser faire ça. Parce que ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Et c'est anticonstitutionnel. Et c'est comme si quelqu'un venait dans la rue et incitait à la comment vous appelez, à l'insurrection populaire. À la rébellion. À l'insurrection populaire. En disant, moi je pense qu'il faut faire une insurrection populaire pour que Patrice Talon dégage. C'est la même chose. Donc, pour les raisons d'équité et de justice, il faut empêcher que ces personnes-là... Oui, mais qui les empêche? La police, le maire, enfin, j'espère qu'il a au moins fait demande d'autorisation. Il y a des personnes... Demande d'autorisation. Il y a des personnes qui sont juges de la constitutionnalité de nos actes. Il y a des gens qui sont... juge de la légalité des actes que nous posons. Ces personnes-là existent et s'auto-saisissent en certaines circonstances. Je pense qu'ils peuvent le faire aussi en pareille occurrence. C'est quand même assez curieux. Quand je dis que c'est dans l'indifférence totale, on n'a pas l'impression qu'il y a, en tout cas, pas des moyens les plus approuvés dans une république, que quelqu'un saisisse ces moyens-là pour véritablement exprimer sa désapprobation ou s'opposer ou demander des comptes. La Cour constitutionnelle, qui ne s'est pas prononcée, c'est vrai que jusque-là, elle a été saisie de 4 ou 5 recours concernant le sujet. On n'a pas un procureur qui s'intéresse à la question, on n'a pas... non plus un parti politique qui saisisse, ma foi, des voies de recours, etc. Et je dis, c'est quand même supérieur. Et nous n'avons pas de société civile. Et nous n'avons pas de société civile. Et les médias aussi qui sont complices et qui relaient allègrement, justement, c'est fait. Je pense que on va dire, les standards que nous avions en matière de liberté d'expression et de respect de la Constitution ont baissé. Il est évident que ces standards ont baissé. Et qu'aujourd'hui, nous ne nous retrouvons plus tout à fait dans les normes d'hier qui voulaient que, même si vous avez la liberté de dire un certain nombre de choses, qu'il y ait aussi en face des gens qui prennent des mesures pour vous empêcher d'aller trop loin dans la liberté que vous avez de vouloir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'attente et le seul recours que nous avons, que nous notons, c'est les recours à la Cour constitutionnelle, alors que ça devrait être en réalité le dernier recours. La Cour constitutionnelle, c'est le dernier recours. Il y a des institutions qui devraient déjà se charger de régler cette question avant même. Comme quelle institution? Mais le procureur peut s'autosaisir, par exemple. Parce que c'est une incitation à violer la Constitution. C'est un trouble à l'ordre public.
si vous voulez mon avis, c'est un trouble à l'ordre public. Parce qu'il y a des règles qui sont établies, qui ont été enfermées dans la Constitution. Le président Patrice Talon a insisté pour verrouiller complètement ces règles-là et n'a de cesse de dire à qui veut l'entendre qu'il a l'intention de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution. Et pendant ce temps, des gens viennent et prennent même quartier dans des palaces pour faire des conférences et dire « Nous ne sommes pas d'accord, il faut violer la Constitution ». Ça pose un problème. C'est un trouble à l'ordre public. Et je pense qu'il faut que ça cesse, sinon ça serait la porte ouverte à toutes les anarchies. Maintenant, les interprétations politiques. Si celui à qui profite le crime, entre griffes, ne dit rien, même si sur la place publique, il a déjà dit qu'il n'est pas intéressé par un troisième mandat, et que les suscitations et autres pour troisième mandat ne le dérangent pas outre mesure, on peut établir certaines complicités. Si on veut. Surtout quand on sait que ce qu'il ne veut pas n'apparaît pas dans son équipe de la mouvance. Si on veut, on peut faire de l'extrapolation et dire, bon, parce que le président de la République ne dit rien, qu'il ne dit rien consent. Et je pense que oui, effectivement, vous n'avez pas tort. Si demain, Patrice Talon tapait du pain sur la table, je pense que ça serait très net. Ça devrait se ranger. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas comme du marchandage politique aussi? 2026 arrive, et le nom que j'ai cité, c'est, désolé, hein, c'est le mot que j'ai sous la main, c'est des jobbers politiques qui n'ont autre chose à faire que de remuer, je dois dire, l'opinion politique nationale afin de vivre, d'exister sur la scène politique. Vous voulez dire des démarcheurs politiques? C'est ça leur job. Oui. Ce sont des gens qui ne vivent que de démarches politiques. Et qui font en sorte, parce qu'ils ne représentent rien par eux-mêmes en dehors de ces contextes-là où ils font de la démarche politique. Ils font ce qu'il faut pour exister, et c'est normal, mais il y a des lois dans la République et il faut absolument que certaines personnes décident de faire respecter ces lois-là. Dans d'autres démocraties, il y a des moyens par lesquels certains juges arrivent à mettre un frein à des dérives. Nous n'avons pas ces mécanismes-là ici, mais il n'empêche que la Constitution du Bénin a quand même prévu que ce genre de dérive puisse être arrêté lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc, bon, il n'y a pas que le procureur, il y a même possibilité pour, on va dire, une autorité locale de dire ce que vous voulez faire là, vous ne le faites pas dans ma commune. Allez le faire ailleurs. C'est tout à fait possible. Donc, moi, je pense qu'il y a possibilité d'arrêter ça, mais qu'effectivement, pour des raisons de politique politicienne, on laisse faire ça. On pourrait dire que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les partis politiques d'origine de ces messieurs-là ne disent rien. C'est assez paradoxal. On a vu, comment est-ce qu'il s'appelle, Oswald Meki, dire sur la place publique, je pense que un certain Olivier Bokor pourrait être le candidat idéal pour 2026. Il est de l'Union progressiste, le renouveau, et tout de suite, je crois qu'on lui a tapé derrière la nuque, qu'on l'a sorti du gouvernement, etc., pour le libérer afin qu'il vaque à ça plus sérieusement. Et puis aussi, au niveau du BR, on a eu quand même un certain Sam Seydou Adambi, à qui on a reproché de faire des démarches politiques, indépendamment, je dois dire, de la ligne directrice de son parti. Les communiqués se sont enchaînés, les réunions du bureau politique se sont enchaînées pour le punir. Et jusque-là, un certain Bertin Korovi du BR, Badamasi du BR, n'ont pas encore de sanctions. On a l'impression que, bon, tant que ça peut profiter aux chefs, bon, les partis qui soutiennent ne disent rien. Peut-être aussi que les partis craignent de décevoir le chef en allant prendre leurs responsabilités. Ah oui. C'est bien possible. Peut-être qu'ils hésitent, ils tâtonnent, ils se disent, bon, ben, on ne sait pas si ça plaît au chef, on ne sait pas si ça lui déplaît, donc puisqu'il ne dit rien, ce n'est pas à nous d'aller montrer sur la place publique qu'il doit avoir une discipline de groupe. Mais c'est logique, en principe, que l'intéressé soit recadré tout de suite par le parti. Pour dire, mais ce n'est pas... Si Patrice Talon doit faire un troisième mandat et que le parti le décide, il y a les voix par les moyens, le parti le fait savoir. Donc il n'appartient pas à un individu qui se dit membre d'un parti politique de faire preuve d'une indiscipline notoire en allant sur la place publique tout seul pour susciter, on va dire, pour partager une idée
personnel. C'est comme si... Mais ils n'y sont pas au nom du parti, donc on peut les comprendre. Ils ne sont pas au nom du parti, mais si le parti les excluait, on comprendrait. Si le parti les excluait, on comprendrait qu'ils sont en roue libre et que, bon, ce sont des citoyens qui répondent de ce qu'ils font et que, bon, s'il y a en tout cas à répondre de ça, c'est à titre individuel qu'ils iront répondre. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la position de leur parti par rapport aux activités qu'ils mènent et par rapport aux déclarations qu'ils font. Il faut que le parti se démarque d'abord de ça, parce que pour moins que ça, le parti s'est prononcé. Pour bien moins que ça, le parti s'est prononcé. Et donc, moi, je n'ai pas vu ça, Madame Bi, faire quoi que ce soit sur la place publique qui puisse donner l'impression que la discipline de groupe a été violée. Il a certainement fait des choses, mais pas sur la place publique. Et donc, quelqu'un qui le fait... de façon aussi ostentatoire. Quelqu'un qui le fait sur la place publique mérite 2 fois ou 3 fois même d'être recadré. Et nous, les médias, nous sommes aussi complices. Je dis même que la RAC est totalement indifférente. C'est des choses sur lesquelles aussi la RAC peut punir les médias. Je ne pense pas qu'il appartienne à la RAC de punir les médias par rapport à ça. Ah oui? Si quelqu'un... si c'est un appel à violer la Constitution, la RAC aussi existe pour faire respecter d'une manière ou d'une autre la Constitution à travers ce qui se diffuse sur les médias. C'est une information, et quand un média relaie une information, ce n'est pas un délit. C'est quelque chose qui s'est produit sur une place publique, que les médias sont allés couvrir, et ils ont rendu compte de ça. Donc, il n'y a aucune culpabilité dedans. C'est celui qui fait sa conférence qu'il faut recadrer. Et si en relayant cela, les journalistes violaient une loi quelconque, la loi de la déontologie et de l'éthique, on pourrait comprendre. Les journalistes ne violent aucune loi en faisant ce relais. Mais il appartient au pouvoir public, comme je le disais, d'empêcher que ce genre de choses puisse continuer. On va finir avec notre dernier sujet, c'est celui lié justement à cette sortie de Gildas Agonkan, l'ambassadeur du Bénin au Niger, à Gaïa, alors qu'il était invité pour une cérémonie de remise de diplôme à des étudiants béninois en fin de formation. Eh ben, il a présenté, je dois dire, le pardon du peuple béninois, en tout cas, il a dit au nom du peuple béninois au peuple nigérien. D'abord, réaction par rapport au contenu du discours. Par rapport au contenu du discours, je pense que l'ambassadeur a laissé parler son cœur. Il a exprimé ce qui m'a semblé être des états d'âme personnels face à ce qu'il a peut-être constaté sur le terrain et que nous n'avons pas vu avec lui. Et par rapport peut-être à un certain nombre de complications et de problèmes que vivent les citoyens de Gaïa du fait de la fermeture de la frontière. Maintenant, c'est un ambassadeur. Et le problème, c'est qu'un ambassadeur n'exprime pas des états d'âme personnels. Un ambassadeur doit parler en fonction de la ligne qui lui a été tracée dans sa lettre de mission. C'est vrai qu'il a été rappelé à Cotonou, mais on peut se dire qu'il n'a pas parlé institut personnel, qu'il a peut-être eu des consignes, non? Il n'y a pas eu de réaction officielle. Donc, on ne peut pas, sauf à conjecturer, dire oui, il a eu des consignes, non, il n'a pas eu de consignes. Il n'y a que lui qui puisse dire s'il a reçu des consignes ou non. Et je pense que s'il avait reçu des consignes, personne ne se serait donné la peine de le rappeler, encore que je ne sache pas si vraiment il a été rappelé. Parce que d'autres, sur les réseaux sociaux, nous ont appris depuis hier qu'il a été révoqué, ce qui me paraît totalement improbable. Mais s'il a été rappelé, c'est qu'effectivement, il a tenu des propos que la hiérarchie n'approuve pas. Et donc, comme je vous l'ai dit, en tant qu'ambassadeur, il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. Mais dans le contexte actuel où on est en train de chercher, je dois dire par tous les moyens, à normaliser les relations entre le Bénin et le Niger, à cause justement de cette heure économique, à cause justement de cette heure, je dois dire sociaux, à cause justement de cette heure que nous nous faisons depuis, est-ce que quelque part, ce n'est pas bienvenu ce message? Peut-être que parce que nous avons une culture de l'humilité dans notre pays. Nous sommes une population qui a une culture de l'humilité. Et ça ne nous gêne pas, nous, de demander pardon. Et je le dis parce que ceux d'en face ne feraient pas pareil. Je vois très mal l'ambassadeur du Niger venir ici à Cotonou, celui qui est là, tenir un meeting à Zongo ou ailleurs et dire pardon
au nom du peuple nigérien. Parce que les autorités du Niger sont droits dans leur botte depuis le début et sont constants dans leur façon de percevoir la crise et ne varient pas. Nous avons une culture du pardon. Et c'est cette culture qui amène 2 de nos anciens présidents, par exemple, à se rendre à Niamey pour dire, vraiment, nous voudrions que le mercure puisse baisser parce que nous avons conscience qu'il y a un problème et nous sommes venus le régler. La réciproque n'a pas été possible. On n'a pas vu le président Issifou une seule fois venir au Bénin pour venir voir Patrice Talon pour lui dire, bon, monsieur le président, je suis venu parler au nom de mon pays et parce que je veux que le mercure baisse. Vous voyez, le problème que ça pose, cette humilité que nous avons, le problème que ça pose, c'est qu'il y a une sorte d'autoflagellation dedans. C'est que quand nous allons vers les autres pour dire, nous demandons pardon, c'est que nous prenons tous les torts pour nous. C'est que nous reconnaissons que c'est nous qui avons tout provoqué. Et c'est ça qui est le problème. Parce que quand l'ambassadeur demande pardon au nom du peuple béninois, il accuse son pays d'être à l'origine de tous les problèmes, de tous les maux, et c'est pour ça qu'il demande pardon. Or, quand on regarde la genèse de cette histoire jusqu'à aujourd'hui, de quelle faute grave on peut accuser le Bénin au point d'aller à Canossa, ça pose un problème. Donc, je pense que très probablement l'ambassadeur n'a pas été instruit pour dire ce genre de choses, parce que ça ne serait pas conforme à la ligne que le Bénin aussi a adoptée depuis le début de cette crise. Parce que le Bénin aussi est resté droit dans ses bottes en disant, ben, si nous avons pu, dans des propos à un moment où, dans une instance communautaire, des décisions ont été prises et que, bon, dans la foulée, nous avons pu nous associer à ça et dire un certain nombre de choses, ce temps est passé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous pouvons nous parler et revenir en arrière. Donc, le Bénin n'a pas varié non plus. Et le Bénin n'a pas, à mon sens, décidé d'aller demander pardon au peuple nigérien pour quoi que ce soit. Que ce soit son ambassadeur qui le fasse, ça pose effectivement un problème. Et si on l'a rappelé, je dis si, parce que je n'ai pas... C'est vrai que c'est difficile de remonter l'information. Hein, sur les réseaux sociaux, en tout cas, il était révoqué depuis hier. Oui. Et je trouve que c'est tout à fait improbable. Mais en l'absence de toute réaction officielle, on ne peut que conjecturer. On l'a rappelé. En tout cas, pour l'information que j'ai, la révocation, je ne peux pas la garantir. Et je crois qu'on est en train de lui souffler quelques mots à l'oreille. C'est normal parce que, au-delà de tout, ce qui a pu se passer à Gaïa ne nécessitait pas, de mon point de vue, une révocation de l'ambassadeur. Oui, mais ce n'est pas une première. Son discours qui met un peu en difficulté la position du Bénin. On sait qu'il a aussi parlé à Niamey comme ça quand il était fraîchement nommé. Et on se dit peut-être que c'est parce qu'il n'est pas des rouages du milieu diplomatique, c'est pas un diplomate, formation et de carrière. Peut-être qu'il n'a pas très bien assimilé sa mission. Et c'est normal qu'on le rappelle pour lui remonter les bretelles et le recadrer. Mais alors, est-ce que cette sortie pourrait, et le contenu du discours pourrait avoir, je dois dire, quelque impact sur l'état actuel des relations entre les deux pays? C'est vrai que Cotonou est très inscrit dans cette ligne, qu'il faut vraiment tout faire pour que la tension vraiment baisse et que les choses soient normalisées. Le Niger qui réfléchit et qui garde toujours son attitude. Est-ce que, pardon, même si elle n'est pas commandée depuis la Marina, pourrait changer quelque chose à l'état des choses? Ça m'étonnerait beaucoup, parce que je pense qu'il y a déjà eu un niveau de représentativité plus élevé. Parce que 2 anciens chefs d'État se sont déplacés. C'est plus qu'un ambassadeur. Et ils sont allés parler au président, pas à la population. Parce que ce n'est pas la population qui décide. Et ils sont allés parler à l'oreille de celui qui décide. Et si malgré ça, nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, je ne pense pas que le pardon qu'un ambassadeur demande dans la rue puisse changer quoi que ce soit. Mais l'ambassadeur s'adressait justement aux populations, mais quelque part aussi à que la crise, même si elle est entre les États, a pu affecter d'une manière ou d'une autre, en tout cas les populations et leurs relations, parce que le contenu de ce que les leaders ont pu échanger, à savoir on veut nous agresser, on nous empêche de vivre, on nous empêche de manger normalement, etc., a certainement pu affecter, je dois dire, la qualité des relations entre les deux pays. Et je pense que c'était le rôle de l'ambassadeur d'être dans un rôle pédagogique et d'explication. Il aurait, à mon sens, passé du temps à expliquer aux populations
que la population béninoise n'a aucune hostilité et que les autorités béninoises ne sont plus dans les dispositions d'esprit d'être en conflit avec le Niger. Il aurait expliqué ça, qu'il aurait fait œuvre utile. Mais ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu un peu comme, bon, tout ce que vous nous reprochez, c'est vrai, et nous vous demandons pardon et nous ferons en sorte que ça se corrige. Et ça, ce n'est pas le langage qu'on devrait attendre d'un ambassadeur du Bénin au Niger. Et pour vous, ça n'aura rien comme super... Absolument aucun effet, puisqu'il a parlé devant des jeunes qui devaient prendre un parchemin. C'est vrai que la population de Gaïa a été massivement présente. Et c'est vrai aussi que les réseaux sociaux ont fait mousser parce que les Nigériens tenaient là quelque chose pour montrer que, vous voyez, c'est l'ambassadeur. On avait bien raison. C'est l'ambassadeur du Bénin lui-même qui demande pardon. Donc ça montre bien que nous avions raison depuis le début quand nous disions que le Bénin est dans une attitude belliqueuse. Bon, donc il a donné du grain à moudre à la partie adverse plutôt que de travailler à apaiser les tensions en expliquant aux citoyens de Gaïa qu'il est là justement pour faire en sorte que le dégel puisse avancer et que les autorités du Bénin, la population du Bénin est vraiment dans de bonnes dispositions d'esprit pour que la fraternité puisse se renouer. Est-ce que ça va compliquer les relations davantage? Non, ça ne va pas compliquer, parce que ce qu'il a dit n'est pas en défaveur du Niger. Donc oui, nous avons peut-être des raisons. Si vous avez observé tout ce tollé. Oui, mais la façon dont c'est perçu à Cotonou peut être aussi un élément de déception et d'énervement aussi à Niamey. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que vous avez vu tout le tollé que ça a suscité. Vous avez vu comment ça a été relayé sur les réseaux sociaux et comment majoritairement les Béninois ont désapprouvé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne considèrent pas que leur pays est dans la faute dans ce dossier. Il y a énormément de Béninois qui ont été choqués par les propos de l'ambassadeur parce qu'ils ne considèrent pas que leur pays ait un pardon quelconque à demander aux Nigériens. Donc c'est pour ça que je vous dis que si c'est des états d'âme personnels qu'il a pu exprimer en disant ça, il a été bien naïf de croire que c'était que c'était des propos qui pouvaient apaiser la tension. Il a été bien naïf de le croire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de faire oublier cette crise, il jette un coup de projecteur là-dessus et ce n'est pas dans le bon sens. On est fâché au Bénin et on est peut-être fâché au Niger aussi. On ne sait pas quand est-ce que justement les choses vont complètement se normaliser. Et Patrice Talon est à 1 an à peu près de la fin de son mandat. Vous pensez vraiment qu'il va y arriver? C'est pas lui. C'est pas lui. Oui, mais... Et si le Niger ouvre la frontière demain, le Niger ouvre la frontière demain. Il peut avoir les moyens, en tout cas diplomatiques, mais je pense qu'il fait ce qu'il faut. Je pense qu'il fait ce qu'il faut. Parce que nous avons quand même un ambassadeur du Bénin, du Niger du moins, qui est à Cotonou. Mais qui a mis beaucoup de temps pour avoir de l'espace dans l'agenda du chef de l'État pour présenter ses lettres de créance. Et ça aussi, il me semble que ça n'a pas beaucoup plu à Niamey. Ah, ça, je ne sais pas. C'est peut-être des spéculations. Parce que les ambassadeurs, ce n'est pas aussitôt qu'ils arrivent, qu'on s'empresse d'aller. Il y en a qui restent de longs mois avant de présenter les lettres de créance. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un usage dans le milieu diplomatique. Parfois même, c'est 3, 4, 5 mois après que vous présentez les lettres de créance. Mais dans le cas du Niger, si ça a pris du temps, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il est resté. Mais je ne pense pas que ce soit... 2-3 mois, oui. Je ne pense pas que ce soit un élément de complications entre les relations, dans les relations entre les deux pays. Je considère que Patrice Talon fait ce qu'il doit faire parce que le dialogue certainement continue, même si du côté du Niger, on a le sentiment que les gens font la sourde oreille, puisque à chaque sortie du président, il y a des griefs, et à chaque sortie, on a le sentiment qu'il y a de nouveaux griefs. Et pourtant, je pense que dans le quotidien des Béninois, il n'y a rien qui change dans le sens de compliquer la vie du peuple nigérien. Donc, la balle n'est pas dans le camp du Bénin. La balle est dans le camp des Nigériens. Alice Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À la prochaine.